Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de la profession de médiateur avec Jean-Louis Lascou, vice-président de la CPMN, Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Ensuite, on parlera du statut juridique des bénévoles dans les compétitions sportives avec Jean-Jacques Bertrand, associé de Bertrand et Associés. Et enfin, Désiré Gagsteiger, chef de projet du projet Justice sans frontières, nous parlera du point de contact franco-allemand pour la justice en région frontalière au Centre européen de la consommation, AQEL. Voilà pour les titres. On commence tout de suite ce Lex Inside avec Jean-Louis Lascou, vice-président de la CPMN, qui va nous parler du rôle de médiateur à l'aune de ce livre blanc sur la profession de médiateur. Jean-Louis Lascou, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de me recevoir. Pouvez-vous nous parler du développement de la profession de médiateur ? Alors, la profession de médiateur, elle remonte à 1999, l'idée de la création d'un diplôme, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, le CAPEM, qui a été modélisé sur le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sachant que les deux professions aujourd'hui travaillent en fait en parallèle sur la perspective de résoudre et de régler des conflits et des litiges. C'est-à-dire que la profession de médiateur, elle, tend à résoudre des conflits, tandis qu'on parle de règlement des litiges quand on parle des juristes et du monde judiciaire. Donc la profession de médiateur, elle s'est développée fortement depuis 23 ans aujourd'hui, avec une perspective de créer des ententes, de créer en fait quelque chose de nouveau, de reposer sur un autre paradigme que celui du contrat social. C'est créer de l'entente. Alors on a des résultats qui sont évidemment plus forts et plus importants que le monde judiciaire et le monde juridique, qui dépassent les 98%, je le disais tout à l'heure en aparté. C'est vrai qu'on a des résultats parce que c'est fondé sur le fait que des personnes qui viennent voir un médiateur, c'est pas des personnes qui viennent se soumettre à la décision d'un tiers, comme quand on va voir un juge, on va se soumettre à la décision d'un tiers, tandis que voir un médiateur, c'est réfléchir et trouver une entente, trouver un accord consensuel, trouver quelque chose qui va faire en sorte de définir un projet relationnel. Alors, est-ce que ça veut dire que dès lors qu'on a accepté la démarche de la médiation, c'est quasiment gagné, la médiation ? Alors, c'est pas quasiment gagné, c'est une question de compétence du médiateur. C'est pour ça qu'on est très exigeant en matière de formation. On ne fait pas de la formation comme on fait des formations de bienveillance, de bonne convenance. C'est pas des formations qui portent sur des normes psychosociales. C'est des formations techniques, à de l'ingénierie relationnelle, qui font que les médiateurs, eux, vont intervenir avec efficacité en intervenant précisément sur ce qui fait que la relation se dégrade. On identifie la dégradation relationnelle et on introduit dans la relation de la qualité relationnelle. Et c'est ce qui va faire la grande différence. C'est vraiment une profession technique. Alors, évoquons votre livre blanc sur la profession de médiateur. Quelles sont les tendances que vous y révélez ? Alors, les tendances, c'est un développement très fort de la profession de médiateur. Quand je vois, il y a 23 ans, quand on parlait de médiateur, c'était assez rêveur, assez, je dirais, un peu fantasmatique que de penser qu'on pouvait envisager une profession. Aujourd'hui, c'est une profession. C'est une profession reconnue qui fait des envieux, parce qu'on voit, par exemple, que le ministre de la Justice a mis en place un certain nombre d'instances, que ce soit une commission nationale sur la médiation, que ce soit des ambassadeurs pour le règlement amiable des conflits. Il y a dans la société civile et la société judiciaire, le monde judiciaire, un ensemble de professions qui s'intéressent à la médiation. Légitimement, tous les avocats, tous les juristes, tous les anciens magistrats, les notaires s'intéressent fortement à la médiation. Les experts judiciaires sont nombreux à venir dans ce domaine-là. Donc, la médiation, elle est présente partout, que ce soit sur le terrain familial. Ça, c'est historique, les médiateurs familiaux, mais ça, c'est une erreur. Aussi dans les conflits du travail, par exemple. Dans les conflits du travail, j'ai quand même signalé l'erreur qu'il y a de sectoriser la médiation, parce que le médiateur, c'est un spécialiste de la relation.
Donc effectivement, il peut faire le choix, lui, après, d'intervenir dans un domaine ou dans un autre. Alors ça peut être pour les problématiques de voisinage, on forme des médiateurs municipaux. Par exemple, le médiateur de la ville de Bordeaux est formé, je salue d'ailleurs Patrick Jacquemart à ce moment-là. Il y a des médiateurs partout dans l'industrie. On forme des médiateurs dans les municipalités, dans les administrations. Il y a des médiateurs dans toutes les problématiques qu'il peut y avoir, que ce soit le crédit, la consommation. On est habilité, par exemple, médiateur de la consommation. La société de la médiation professionnelle. Donc, tous les secteurs sont concernés. Mais le concept même de médiation est très large. Quand on en parlait il y a 20 ans, on en parlait, comme je le disais tout à l'heure, d'une manière timide. Mais maintenant, on le voit, il est ça irrigue toute la société. Toute la société, le concept même de médiation intervient pour aider et faciliter la communication entre des personnes et entre des parties. On comprend que, par exemple, un prof, un enseignant est un médiateur entre le savoir et les élèves. Un journaliste est un médiateur entre l'information et les usagers et les utilisateurs de l'information. Tout à fait. Alors, si je vous comprends bien, l'horizon est dégagé pour le développement du médiateur. Le champ des possibles est immense. Le champ des possibles est immense. C'est la communication c'est l'enjeu de la société moderne. Je veux dire, quand on parle des décideurs de demain, je veux dire que c'est aujourd'hui qu'ils doivent se former à la médiation parce que c'est quelque chose qui fait partie du management et de la gouvernance. En quelques mots, quel est les avantages de recourir au médiateur professionnel ? Le premier avantage, c'est de promouvoir la qualité relationnelle. Ça, c'est l'avantage fort pour résoudre un différend ou accompagner un projet. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est de promouvoir l'entente et l'entente sociale. C'est pour ça que quand je parle d'entente sociale, je le mets en parallèle du contrat social. Mais je parle de gouvernance d'une manière globale dans la société. Ça, c'est un avantage. C'est d'aider aussi à développer une dynamique contributive de la part de l'ensemble des salariés. C'est de la part de l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans un projet. C'est la médiation professionnelle, la profession de médiateur, c'est justement de l'accompagnement de projet. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Arnaud. On poursuit ce Lex Inside. Quel est le statut juridique des bénévoles dans les compétitions sportives? On en parle tout de suite avec mon invité, Jean-Jacques Bertrand, associé fondateur de Bertrand et Associés. Jean-Jacques Bertrand, bonjour. Bonjour Arnaud. Existe-t-il une définition juridique du statut de bénévole dans les compétitions sportives? Alors, de statut juridique, il n'en existe pas. Vous avez des définitions qui sont, puisque c'est forcément, on imagine un statut quelque part, donc des définitions ont été recherchées. Vous avez, mémoire, le Conseil économique et social, même l'Organisation internationale du travail a essayé de définir ce qu'était un bénévole. Et vous avez même le dictionnaire permanent du sport qui nous ramène dans cette matière du bénévolat dans les manifestations sportives, qui a essayé de donner une définition. Mais sur le plan strictement légal, si je puis dire, il n'y a pas de définition. Alors, dans ce contexte-là, pas de définition. Est-ce qu'il y a quand même un statut juridique du bénévole? Bien sûr, il y a un statut juridique du bénévole parce que c'est une nécessité pour, notamment dans le milieu sportif, qu'il y ait un appel à des bénévoles, à distinguer du volontariat du reste. C'est quoi la distinction? Si j'essaye de regarder, là aussi il n'y a pas de définition précise, mais le volontariat s'inscrit sur un temps complet et sur certaines durées. Le bénévole, c'est occasionnel et avec aucun lien, aucun engagement de la part du bénévole. Donc c'est assez tenu entre l'un et l'autre, mais c'est à distinguer. Le volontariat et le bénévolat sont deux notions un peu différentes. Alors, si on va parler, il va y avoir les Jeux Olympiques prochainement, énormément de bénévoles avec des risques pour les organisateurs. Et comment est engagée la responsabilité des bénévoles dans les compétitions sportives? Alors, vous faites bien de parler des Jeux Olympiques puisque c'est une question actuelle qui se pose et nous savons que et la ville de Paris et le comité d'organisation fait appel à des milliers, je crois environ au moins 5000 bénévoles qui peuvent du reste, il y a un portail je crois qui existe pour s'inscrire. Ensuite il y a une formation, il y a donc une forme d'engagement et il y a une sorte de convention malgré tout entre soit la ville de Paris, soit le CIO, le comité d'organisation, ou si c'est une fédération ou une association qui existe. Alors ou bien ce sont des règles
règles internes à l'association ou à la fédération ou à l'organisme qui fait appel à ces bénévoles, ou bien il y a simplement une adhésion par volontaire par le bénévole pour un temps occasionnel et sans obligation et sans surtout, c'est ce qui distingue ce statut-là d'autres statuts, il n'y a pas de subordination. C'est-à-dire que le bénévole est totalement libre d'arrêter sa mission quand il le veut normalement. Oui, c'est pas un contrat de travail. Exactement, et il n'y a donc pas de rémunération. Par contre, il y a des remboursements de frais possibles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un aspect financier, mais qui n'est dû qu'à des frais, des remboursements de frais sur des critères qui doivent être précis. Ça peut toucher les tickets restaurants, ça peut toucher l'hébergement, ça peut toucher les déplacements, bien sûr, l'affranchissement, mais ça nécessite que ça soit très, minutieusement mis en place par celui qui fait appel au bénévole, parce que même, par exemple, un paiement anticipé de remboursement de frais, je te donne une avance pour que finalement tu fasses face à tes frais, ça risque d'être qualifié en salaire. Donc c'est normalement sur des justificatifs et dans des limites. Par exemple, les tickets restaurants, les repas, c'est limité, l'administration sociale ou fiscale limite ça à 7,10 €, chiffre en tête. Et le risque qu'il y a aussi pour des cadeaux, parce qu'un bénévole peut avoir des cadeaux. Et les cadeaux, c'est limité par cadeau et par personne et par année. Mais c'est à peu près 73 €. Au-delà, c'est considéré comme un avantage qui peut être assujetti à des charges sociales, donc à des cotisations sociales. Donc il faut faire très attention. C'est quand même, c'est pas, s'il n'y a pas de statut juridique proprement dit, il y a à droite et à gauche, dans le code de la sécurité sociale, dans le code du sport, un certain nombre d'obligations qui existent, ou dans le livre des procédures fiscales, qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des conséquences pour l'association qui fait appel à ces bénévoles. Donc vigilance à respecter pour les organisateurs. Bien rester dans les clous d'un bénévolat. Pas de lien de subordination, pas de rémunération, des remboursements de frais possibles. Et je vais vous donner un exemple, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, vous avez un bénévole qui dit je veux pas de cadeau. Et le fait qu'il refuse un cadeau ou qu'il le laisse à l'association pourrait être considéré comme un don fait à l'association. Intérêt pour le bénévole, c'est qu'il peut déduire fiscalement un don, mais à condition qu'il en ait expressément fait le vœu et qu'il soit aussi, bien sûr, assujetti à l'impôt sur le revenu. Autrement, il n'a aucun intérêt à avoir une déduction fiscale éventuelle. Simplement, pour donner des exemples, il y a des réglementations ponctuelles, mais pas générales. Il n'y a pas un vrai statut. Je reviens encore sur l'absence de statut véritable. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage sur le statut des bénévoles dans les compétitions sportives. Beaucoup de choses qui pourraient être encore à dire, mais en tous les cas, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. On poursuit ce Lex Inside et on va parler du point de contact franco-allemand pour la justice en région frontalière avec Désiré Geigsteiger, responsable du projet Justice sans frontières. Désiré Geigsteiger, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous parler du projet Justice sans frontières du Centre européen pour la consommation de Kehl? Avec plaisir. Donc c'est un projet qui est né d'un constat commun des acteurs de la justice du Rhin supérieur, qui est que de faire valoir ses droits de l'autre côté de la frontière s'avère souvent encore trop compliqué. Ça a plusieurs raisons, par exemple les barrières linguistiques, mais aussi la méconnaissance du système judiciaire du pays voisin. C'est pour ça que ce projet d'initiative locale et judiciaire s'est co-construit entre le tribunal de Strasbourg et de son président Thierry Guérat, du côté allemand du tribunal d'Offenbourg et de son président Jens Zepanik et du Centre européen de la consommation, qui est porteur du projet, et qui est une association de 30 ans d'expérience dans les litiges transfrontaliers. Alors ce projet, c'est une première européenne. Quel est son objectif? Son objectif est donc de présenter aux citoyens français et allemands un point centralisé vers lequel ils peuvent se tourner quand ils rencontrent un problème de droit franco-allemand transfrontalier. Donc ça peut concerner tous les domaines de droit, le droit du travail, le droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit fiscal. Et tout ça, c'est possible grâce aux partenaires financiers de ce projet, qui montrent aussi un peu la dimension de ce projet. Donc on a à l'échelle européenne avec la Commission européenne qui finance ce projet à 60%, puis il y a le programme Interreg Rhin supérieur. On a aussi le niveau national avec le ministère des Affaires étrangères
qui est partenaire financier, et le niveau régional avec le Land Baden-Württemberg, côté allemand, et côté français, les collectivités locales comme la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace et la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Et pour le côté juridique, le conseil départemental de l'accès au droit du Bas-Rhin. Alors, quel type d'informations sont fournies par ce point de contact ? On peut prendre un exemple, par exemple un citoyen français qui travaille en Allemagne, qui traverse tous les jours la frontière pour se rendre à une entreprise allemande et qui un jour se fait licencier. Il parle peut-être pas très bien allemand, il connaît pas très bien le droit du travail allemand et il se demande donc est-ce que ce licenciement était justifié ? Quels sont mes droits dans cette situation et quelles sont les démarches à entreprendre. Donc il peut contacter l'équipe du projet Justice sans frontières et il va d'abord trouver aussi des informations générales sur le site internet bilingue, donc par exemple sur le système du droit, le système judiciaire allemand. Mais il va aussi, et ça c'est un peu le cœur de ce projet, pouvoir profiter d'une consultation gratuite avec, dans ce cas-là, un avocat allemand spécialisé en droit du travail, bilingue. Donc, pour cela et pour assurer une certaine qualité de ces consultations, on travaille étroitement avec les barreaux de la région, les chambres des notaires, chambres des commissaires de justice. Et on a à peu près un pool de 50 professionnels du droit qui assurent donc ces consultations gratuites. Bon, c'est déjà un pool important de professionnels du droit. Exactement. Après, il y a encore une petite troisième mission en droit de la consommation. Comme on est quand même une association de droit de la consommation, on voulait continuer un peu ça aussi. C'est l'aide et l'accompagnement dans les procédures européennes simplifiées dans le droit de la consommation, qui ne sont pas toujours si simples qu'on pourrait peut-être croire. On voit que le champ est vaste, énormément aussi de professionnels du droit ont rejoint votre projet. Ce projet Justice sans frontières a été lancé en mai dernier. Aujourd'hui, il y a eu combien de demandes d'informations, combien de consultations juridiques ? Comme vous dites, ça a été lancé par une grande conférence de lancement en mai. Pour le moment, on a reçu à peu près déjà 300 demandes individuelles de justiciables allemands et français. C'est pas négligeable. Exactement. Et on a commencé avec les permanences en mai. Et là, jusqu'en septembre, on a eu déjà à peu près 80 consultations individuelles avec des professionnels du droit. Donc ça montre un intérêt des franco-allemands, qui soient d'un ou de l'autre côté de la frontière. Exactement. Et c'est aussi pour ça que pour les prochaines étapes, on veut vraiment élargir ce projet. On veut le pérenniser parce que pour le moment, c'est un projet de 3 ans, un projet pilote dans la zone pilote du Rhin supérieur. C'est le premier point de contact de justice transfrontalier en Europe. Et l'idée, c'est vraiment d'instaurer d'autres points de contact dans toute l'Europe parce que ces problèmes d'accès au droit se limitent évidemment pas seulement à la frontière franco-allemande du Rhin supérieur. Donc l'idée, ce serait de pouvoir avoir des points de contact un peu partout dans l'Union européenne. C'est un peu ça l'idée ? Exactement. L'idéal serait vraiment d'avoir ce réseau comme un réseau de points de contact transfrontaliers dans toute l'Europe pour aider les citoyens. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.